À présent, le business des blogs sur Internet. Le blog, vous savez, c'est une sorte de journal de bord public où chacun raconte sa vie ou ses envies. Certains blogueurs rencontrent d'ailleurs un tel succès qu'ils sont courtisés par les marques. J'ai commencé par un blog, c'est un truc à l'ancienne, je sais pas si ça parle aux gens d'écrire. On devait être une dizaine en France peut-être à faire ça. Je fais partie de ces gens qui dépensaient leur argent de poche dans les cybercafés à l'époque. Et dès que je postais, c'était les commentaires et tout, c'était génial. Vous êtes journaliste, chroniqueur, blogueur. Il y a une petite guéguerre entre les journalistes installés et les blogueurs. Est-ce qu'il est payé? Est-ce que moi je dois le payer pour le faire parler de ma marque? Je voulais faire ça pour potentiellement être embauché dans un autre contexte et potentiellement travailler dans l'audiovisuel. C'était l'époque où il n'y avait pas de stratégie. Non mais mec. À cette époque-là, les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, c'est quelque chose de très rare. Ces gens-là ont finalement bouleversé tout un marché. Les compteurs, ça vole un petit peu quoi. 99% de mes potes qui me disaient t'es suicidaire en fait. Le blogueur devient un média, alors qu'à l'époque, il n'y a pas non plus X mille médias. Est-ce que je le ferai encore 30 ans? Je sais pas. Mais tant que je me lèverai avec le sourire le matin, je le continuerai. Parce qu'aujourd'hui, mon blog, il est là, le pauvre, mais il est en sommeil, quoi. Mais ça me manque, je vais pas te mentir. Mon blog me manque. Aujourd'hui, l'influence, c'est bien plus que développer. Parmi les partenaires les plus présents dans la Creator Economy, il est possible de retrouver Shopify. Shopify, c'est l'outil par lequel des centaines de milliers de consommateurs se connectent pour l'achat de matcha, Milia Matcha d'Andy est là, mais c'est aussi là où l'on peut découvrir les dernières nouveautés de Martin Cosmetics. Une collection plus qu'attendue arrive d'ailleurs bientôt. On est en train de développer la collection Totally Spies à travers vraiment tout le back-office Shopify, mais qui nous permet en fait de venir designer comme nous on le veut, avec mes graphistes, avec mon agence qui dev mon site. Mais des années avant ce type de collaboration et des outils pensés pour faire évoluer les créateurs et créatrices de contenu dans l'entrepreneuriat, il s'est passé beaucoup d'autres choses. Les gens d'Internet ont réalisé une vingtaine d'interviews pour mieux comprendre. Ok, et ben on y va, t'es prête? Ouais. Allez, on va commencer par une question très simple. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Je suis la première génération à utiliser Internet quand on est au collège et au lycée. Et en fait, à l'époque, est né ce qu'on appelait les weblogs. Donc, c'était un peu des journaux intimes qu'on crée sur Internet. À l'époque, il n'y avait pas de plateforme type Overblog, il n'y avait pas de CMS. Donc, c'était du bidouillage de sites web, un peu à la Skyblog, mais avant Skyblog. Et moi, j'ai découvert ces premiers sites. J'étais curieuse de voir comment ça fonctionnait parce que ça permettait, entre guillemets, de développer une identité propre. C'est-à-dire, on crée un site web. Le phénomène Hello World, c'est un petit peu ça. Et le blog, ça a été la première façon d'avoir un système relativement simple pour publier des choses sans que ça soit un vrai site web. Et très vite, il y a eu des gens qui ont émergé, qui ont raconté des histoires. Ça te donnait envie de faire pareil. En même temps, tu voulais voir comment ça fonctionnait. Donc le blog, pour moi, ça a été vraiment une opportunité de tester, de bricoler des trucs. Et au pire, personne ne le voyait, donc c'était pas grave. J'ai vraiment lancé la formule Presse Citron qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire un blog sur les nouvelles technologies, les tendances du web, en juillet 2005. C'est vrai que j'ai toujours eu un certain goût pour l'écriture et pour l'information et l'actualité. J'étais un gros dévoreur d'informations. La blogosphère en elle-même, elle est née un peu plus tard. Il y a vraiment une phase début des années 2000 et deuxième moitié des années 2000. Deuxième moitié, on rentre dans la création de la blogosphère, c'est-à-dire on écrit, on est lu, on nous commente, et on va commencer à mettre des liens dans la sidebar pour aller voir d'autres blogs qu'on aime bien. On commence à avoir notre habitude de se lever le matin, et de faire sa tournée des blogs, d'aller voir ce que disent les autres, d'interagir. Je pouvais passer des heures. Je me souviens, à l'heure du déj, plutôt que de faire une pause déj, moi, c'était une pause blog. Je consultais les photos, les trucs. Et pareil, le soir. Genre, j'adorais ça. Et ça donne l'impression que j'étais enfermée dans ma chambre et que j'avais pas de vie sociale, alors que j'avais une vraie vie sociale. Mais ce truc me fascinait, pouvoir me connecter à des gens que je connaissais pas dans le monde entier et découvrir autant d'univers si facilement à portée de main. Franchement, là, ça paraît normal. Aujourd'hui, on a Insta. Mais à l'époque, faut revenir en arrière. En vrai, mon premier réseau social, ça a été mon Skyblog. Petit ange parti trop tôt. L'époque statique, parce que c'était extrêmement statique, c'était de la photo et du texte.
On était tous écrivains. Et puis, évidemment, je consommais aussi beaucoup de blogs. C'était vraiment des nanas qui allaient décrypter tel ou tel produit, telle nouveauté chez Yves Rocher. Et c'était du texte, quoi. C'était vraiment, c'était ma petite routine, en effet, au début de tout ça. C'était surtout les blogs, mais oh mon Dieu, tout ça ne nous rajeunit pas, en tout cas. Moi, je pense que les filles, elles viennent pas sur le blog pour lire chaque jour des critiques et que je descende des marques. L'idée, c'est j'ai la possibilité de tester plein de marques et plein de produits. Voilà ce que je vous conseille, ce que j'ai trouvé bien. Et voilà, puis c'est plus sympa pour moi aussi de mettre en avant des trucs qui me plaisent plutôt que des trucs que j'ai pas du tout aimé. Ça fait depuis 2012 que je suis dans l'univers d'Internet. J'ai commencé par un blog. C'est un truc à l'ancienne. Je passe ça par aux gens d'écrire. Et c'était une époque où on était très, très peu à faire ça, très peu de blogueuses. On devait être une dizaine en France peut-être à faire ça. Par contre, c'était quelque chose qui était beaucoup plus démocratisé, popularisé aux États-Unis, en Australie, dans les pays nordiques. Et c'est ce qui m'a inspirée à cette époque-là pour moi aussi créer mon blog. Et si on remonte dans les archives de ce blog, du coup, entre 2008 et 2010, c'est un blog avec beaucoup de photos de look mode, mais aussi beaucoup de photos lifestyle. Je prenais beaucoup de photos de soirée. J'ai commencé à bloguer par passion du bricolage et par exercice d'écriture. Du coup, mes premiers articles qu'on appelait des billets à l'époque, il n'y avait pas toujours des commentaires ouverts. C'était mes passions du moment. Des fois, c'était 3 petites phrases pour faire limite un haïku sur la météo. Les billets d'humeur, c'était très très léger. L'objectif pour nous, c'était plus de tenir, entre guillemets, une rythmique. Puis ça a été des curiosités du moment. On découvre une expo, on la raconte. On découvre un resto, on la raconte. On fait des billets sur nos voyages. Ça fait un petit moment que je voyage, j'ai lancé il y a bientôt 4 ans un blog pour raconter mes aventures et partager ma passion. Ça s'appelle Votre Tour du Monde. J'ai vraiment bossé très dur sur ce projet et aujourd'hui ça me permet d'avoir une vie plutôt sympa et de travailler sur ce que j'aime. Je vais créer un blog voyage à ce moment-là, le 12 décembre 2012, dans le but de partager mes aventures, parce que j'avais déjà vécu à Montréal, à Shanghai et tout. Je suis un enfant d'Internet, donc je suis un geek sur tous les sujets. Je m'amuse à faire des fonds d'écran sur Photoshop. Et en 2012, je découvre le SEO. Là, je découvre un univers où on peut être bien référencé sur Google sur des mots-clés compétitifs. Par exemple, quand tu tapes « que faire à New York », assez facilement, à l'époque en tout cas, on pouvait être numéro 1 sur un mot-clé. Moi, j'ai découvert ça, donc j'ai la passion du voyage, j'ai la passion d'Internet. Je me dis, waouh, c'est incroyable. Pourquoi je ne ferais pas un projet qui mêle mes 2 passions préférées, qui allait me permettre de me marrer et d'être numéro 1 sur des mots-clés parce que c'était mon petit kiff aussi. Et c'est très drôle parce que quand j'ai commencé à publier ces photos-là, qui étaient des photos de ma vie finalement, sur cet espace qui était public, initialement, la démarche était pour les partager à mes potes, sans m'embêter à leur envoyer un par un les photos. Je rentrais de soirée, il devait être genre 3h, 4h du matin. Et à l'époque, j'envoyais les photos que je prenais, du coup, à tous mes copains, séparément les uns des autres. Genre, c'était mon truc. J'étais celle qui avait l'appareil photo et qui prenait les photos, mais pour se marrer, quoi. Et je me suis dit, tiens, je vais créer un petit blog comme ça. C'était genre KenzaSMG, blogspot.com, un truc comme ça. Et en fait, dès que tu as tes premiers commentaires, ça devient assez addictif parce que tu vas interagir. À l'époque, il n'y avait pas du tout d'algorithme. Mais c'est, je raconte quelque chose qui intéresse quelqu'un, il communique avec moi, je recommunique avec lui. À l'époque, c'est un hobby, et c'est un hobby un peu étrange pour les gens parce que là où les gens sortent, boivent des coups, voient leurs copains, etc., nous, on est devant notre écran et on écrit des trucs et on ne sait pas à qui. Et c'est assez surprenant pour les gens que ça n'intéresse pas, en fait. Ce blog a connu ses premiers followers, abonnés à l'époque, je ne sais plus comment on dit, lecteurs, comme ça. C'était pas destiné à grossir et à s'adresser à d'autres personnes que mes amis ou que mes proches. Et puis ça a pris. Très vite, honnêtement, je suis arrivé à quelques dizaines de milliers de visiteurs uniques sur mon blog. Donc, encore une fois, aujourd'hui, ça paraît pas énorme, mais avoir 30 000, 40 000, 50 000 personnes qui viennent chaque mois sur ton blog voyage, en vrai, c'est encourageant. Des commentaires de partout dans le monde. Et puis j'ai commencé à me faire des potes américaines. Et puis je pars à New York, j'ai 19 ans. Et je me dis, je vais rencontrer mes copines virtuelles. Et donc je vais rencontrer mes copines virtuelles qui sont elles-mêmes blogueuses aux États-Unis, mais pour qui il y a une grande longueur d'avance déjà. Et surtout, il y a quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. J'avais candidaté chez TF1, une petite start-up dans l'audiovisuel. Et en fait, TF1, sur tous les entretiens que j'avais pu faire chez eux, on n'avait parlé que de mon blog voyage. Ça, c'était quelques mois après. Mais j'avais déjà 20 000 abonnés sur Facebook, j'avais déjà 20 000 fans sur Twitter, etc. Et c'est vrai qu'eux, ils avaient compris que c'était pas rien.
Et en fait, je rentre à Paris et je me dis, bon, bah, je continue parce qu'en fait, c'est trop cool. Moi, je rencontre des nanas de partout. Les meufs, elles parlent de mode, elles parlent de beauté, elles mettent en avant leur vie à New York et tout. Moi, je vais mettre ma vie en avant à Paris. Et puis voilà, ça s'est fait progressivement comme ça, tout naturellement en fait. Alors, à l'époque, il faut se rendre compte qu'on est très loin des réseaux sociaux d'aujourd'hui. En 2010-2012, les réseaux tout puissants, c'était Facebook et Twitter. Mais j'avais un lien de proximité assez évident avec ma communauté, surtout qu'on n'était pas tant que ça à être blogueur voyage. Et en 2010, je pars pour la première fois au festival de Coachella. Ça a l'air rigolo, voilà, ça a l'air drôle et on verra plus tard. Maintenant, il fait très beau, il faut qu'on trouve une chambre d'hôtel et qu'on se pose. Et je me mets sur Twitter et je fais ça s'appelle comment? Des live tweets. Tweet live, un truc comme ça? Live tweet, qui se souvient? Et ça, c'était la guerre, c'était génial. Parce qu'il y avait un décalage horaire du coup avec les États-Unis. Moi, ma communauté était en France et du coup, je dis à tous mes abonnés, alors on disait pas abonnés, à tous mes lecteurs, rendez-vous sur Twitter, telle heure, je vais vous raconter comment ça se passe. Et là, je me suis rendu compte véritablement de l'engouement qu'il y avait. Parce que jusqu'à présent, c'était du virtuel, c'était de l'écrit. Et là, je me retrouve sur ce live, et puis il y a les commentaires qui commencent à... Et je me rends compte que les gens suivent avec tellement d'assiduité ce festival, et je me dis, oh waouh, en fait, toi, tu as la chance d'être à Los Angeles, à Coachella, de pouvoir y être, mais tous ces gens, ils ne peuvent pas y être là maintenant parce que ils travaillent, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Et en fait, j'ouvrais, comment dire, un nouvel environnement à des personnes qui étaient chez eux finalement en France. Et moi, je sens un déclic à ce moment-là. On n'était pas tant que ça à essayer de bien faire les choses, même si moi j'aime beaucoup les blogs roots et j'aime les blogs un petit peu à l'arrache. Moi, j'avais quand même fait en sorte d'essayer d'avoir un blog un peu quali. Et donc, assez vite, je sortais un petit peu du lot et j'avais une communauté engagée. Surtout qu'à l'époque, quand on avait 20 000 fans sur Facebook, le reach était vraiment important. On avait des centaines, des milliers de réactions. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu as 800 000 abonnés sur un réseau social que tu vas avoir forcément beaucoup de reach et d'engagement. Dans la sphère féminine, tu avais vraiment le lifestyle, la mode, la beauté, qui étaient 3 gros enjeux qui fonctionnaient très bien. Tu avais la blogosphère BD, qui était très, très connue parce que en fait, les auteurs de BD mettaient des strips tous les jours. Le roman graphique était déjà un succès de librairie, mais alors avec leur arrivée sur le digital, ça a été, je pense, une des thématiques les plus lues. Et je sens vraiment de l'émulation autour de mon blog, autour de tout ça. Des articles qui commencent à arriver aussi sur les médias plus traditionnels, genre les magazines papier, le journal, voilà, qui mentionnent ce phénomène, qui sont les blogueurs, les blogueuses, et le fait de partir et de faire un live tweet, etc. Donc là, ça commence à prendre. Et là, je me dis, oh waouh, il y a un vrai truc qui se passe. Je travaille dans l'influence depuis une bonne quinzaine d'années maintenant et j'ai commencé avec le premier influenceur qui était Karl Lagerfeld dans les années 2010. That's my drama. You know, I was born 3 weeks later than my mother thought, and I think those 3 weeks, I never got them back. Et du coup, moi, j'arrive au sein des équipes presse pour gérer au début, aider au début la directrice de la presse sur l'organisation des défilés et de façon très basique pour la mode à l'époque, les envois pour les shootings des grands magazines, du Elle, du Vogue, du Harper's, et en fait le bureau de presse gérait l'international. Et petit à petit est arrivé Facebook. Facebook headquarters in downtown Palo Alto looks like a dorm room. The 400 employees who get free food and laundry show up late, stay late, and party really late. Être en contact avec ses amis. À la base, les réseaux sociaux, c'est ça. Tu t'inscris sur un site, ça te permet de partager tes photos, tes copains, ils voient où t'es, ou tu crées, tu sais, ces fameuses soirées d'anniversaire où tu crées l'invite directement sur Facebook et tu l'envoies et tu sais pas qui va participer. Et finalement, ils sont 50 au lieu de 12. Et on s'est dit, enfin, la directrice de la com s'est dit, toi, t'aimes bien les nouvelles choses, t'es curieuse, t'es connectée, t'aimes bien ça. Tu vas te charger de développer un petit peu ça pour la marque. Comme ça, on gardera aussi la main sur le contenu, parce qu'il y a pas mal de marques qui passaient par des agences à l'époque pour développer un petit peu ce qu'étaient les débuts de leur site internet et réseaux sociaux. Donc petit à petit,
quand on fait des événements, ma collègue qui s'occupe de la presse continue d'inviter les magazines phares et les titres phares de l'époque. Et moi, on me dit, écoute, toi, étoffe ta liste pour inviter des gens du digital. Un lancement égale un événement. Beaucoup d'événements. C'est l'occasion pour nous de se rencontrer, de s'apprivoiser, d'apprendre à faire connaissance et de parler au-delà des petits échanges de mails et compagnie. On y va un peu étonné de notre propre chance et en fait, très vite, ça marche. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que, par exemple, d'aller rencontrer des conseillères en parfumerie ou dans les grandes surfaces qui vont nous présenter les produits. Là, c'est vraiment des gens qui sont investis au sein de leur marque et je trouve ça vraiment très sympa. La première, c'est une marque américaine qui me contacte en 2009. Donc, mon blog, il a 1 an. Qui me contacte, c'est une marque de jeans et qui me dit, en gros, on t'envoie des jeans, tu peux les mettre en avant sur ton blog. Oui, évidemment, trop contente d'avoir des jeans. Première collaboration qu'on a fait, c'était principalement des dotations produits. Finalement, un peu comme du troc. Moi, je me rappelle voir ça un peu de cet œil-là, où on se disait, OK, moi, je travaille pour telle marque, j'ai tel lancement de produit, je contacte tel blogueur, et derrière, un petit accord win-win, et j'ai un petit article de blog, pourquoi pas un post Facebook. Voilà mes nouveaux produits, regarde-les, si ça te plaît, parle-en. Nous, on avait un panier de gel douche, on était contentes parce qu'on avait quelque chose à chroniquer. Et on voit ces ovnis de blogs commencer à débarquer. Et effectivement, ça perturbe beaucoup tout le secteur puisqu'on était très habitués à des choses très cadrées. Et on voit que l'audience a tendance à se segmenter et que des particuliers, en fait des consos, se mettent à s'adresser à d'autres consos et être très écoutés et à leur parler d'une manière différente. À la gamme Pure Essentiel, que je n'ai pas vu lors de la soirée, mais qui a eu la gentillesse de nous offrir 3 produits principalement pour le corps. On a compris assez rapidement que les blogueurs allaient être une nouvelle forme de tiers de confiance pour les audiences, et notamment sur la sphère digitale. Il faut bien se remémorer qu'au départ, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, c'était les débuts de Facebook, et que du coup, les blogueurs écrivaient sur leur blog et devenaient vraiment des médias et des carrefours d'audience à part entière. Et du coup, c'est ce qui nous a séduit dans l'approche, au départ en complément des journalistes, et puis peu à peu, on a voulu créer des offres qui soient vraiment distinctes, avec des positionnements à destination des journalistes et à destination des blogueurs, et des équipes dédiées pour adresser ces 2 tiers de confiance qui fonctionnent différemment. Le blogueur devient un média, alors qu'à l'époque, il n'y a pas non plus X 1000 médias. La télé, il y a un PAF simple. Le digital, il y a quelques médias qui sont dessus, mais vous avez surtout les portails. Du coup, tout est payant, sauf la presse et les premiers blogueurs qui commencent à faire des tirages, des équivalents de tirage presse, en fait. Compliqué ces relations d'amour-haine entre journalistes et blogueuses. Idem pour les grandes marques qui redoutent le pouvoir de celles dont les posts restent gravés pour les siècles des siècles sur la toile. De quoi agacer nos amis de la presse écrite qui pourraient voir d'un mauvais œil l'arrivée de ces nouvelles rivales. Bien sûr, ouais. Carrément, et quand le nom en vend, chaque année, on concourt, on récompense notre coup de cœur et tout. Carrément. Les journalistes installés ne comprenaient pas pourquoi elles étaient au même niveau que des personnes qui n'avaient pas forcément fait d'études en journalisme, dont ce n'était pas le métier, qui n'étaient pas des professionnels. En fait, quand les journalistes ont vu arriver les blogueurs au départ, il y a beaucoup d'agences qui ont fait l'erreur, par exemple, de convier les blogueurs aux conférences de presse avec les journalistes. Et ça posait problème parce que les journalistes sentaient que leur précaré était en danger et que du coup, ils les ont perçus comme ennemis et très vite, ils les ont stéréotypés et décrédibilisés. Pour ne pas vexer les journalistes, on faisait des temps à part sur des présentations. Il y avait l'après-midi pour les journalistes, le matin pour les blogs, et ça ne se croisait pas. Il y a, on ne va pas se mentir, une petite guéguerre entre les journalistes installés et les blogueurs. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi ils sont célèbres? Pourquoi les gens les suivent? Donc on est à la fois un objet de curiosité et à la fois un objet de concurrence. J'ai eu des discussions avec des journalistes qui, au départ,
nous reprochaient, nous agences, de travailler avec les blogueurs. En disant qu'en gros, on décrédibilisait nos clients, on décrédibilisait le métier des PR en parlant à ces gens-là qui, pour eux, n'avaient aucune autorité et aucune forme de crédibilité. C'était les débuts, c'était génial. Moi, je me suis dit, j'ai tout intérêt à fonctionner comme ça. Enfin, en fait, je réfléchissais même pas. C'était juste trop cool. Moi, j'étais une étudiante en journalisme et finalement, je me retrouve moi à être citée dans des magazines mode pour, je sais pas, être blogueuse, tu vois, donc va comprendre. Est-ce que vous diriez que la presse est entrée dans une nouvelle ère? Un blogueur fait-il du journalisme? La question se pose. On peut toujours dire que la presse est entrée dans une nouvelle ère. Mais est-ce que les blogs relèvent du journalisme? Est-ce que ce ne sont pas plutôt des billets d'opinion? Ce n'est qu'un outil de publication dont on fait ce qu'on veut. On a tous une imprimerie en poche, grâce à laquelle on peut dire ce qu'on veut au monde entier, qu'on fasse du journalisme ou qu'on écrive des billets d'humeur. On a plutôt pris le parti de dire on a deux publics qui sont très différents, chacun avec leur code, et du coup, on n'a pas trop tombé dans le stéréotype de l'influenceur. On ne parlait pas forcément des mêmes sujets, on était plus dans l'expérience avec eux et plus dans le contenu descendant avec les journalistes pour qu'ils puissent derrière réaliser eux-mêmes leur sujet. Et vraiment dans l'expérience produit ou service avec le blogueur. Quand on a commencé à communiquer sur le fait qu'on travaillait avec des blogueurs, on a eu beaucoup de marques qui nous ont appelés pour nous dire « Ok, mais comment ça marche? C'est quoi la différence avec les journalistes ?» Et je pense que c'était un peu une période un peu d'insouciance, parce qu'il n'y avait pas de question réelle de monétisation, il n'y avait pas de question réelle de gagner sa vie avec ça. Moi, je le faisais vraiment pour le plaisir. Jusqu'au jour où le client nous a dit comment est-ce que je peux être là-dedans? C'est venu de là en fait. À présent, le business des blogs sur Internet. Le blog, vous savez, c'est une sorte de journal de bord public où chacun raconte sa vie ou ses envies. Certains blogueurs rencontrent d'ailleurs un tel succès qu'ils sont courtisés par les marques. Mathilde a elle aussi 24 ans et elle a également tenté sa chance dans les rédactions de magazines féminins. Mais c'est sur Internet qu'elle a boosté sa carrière. En seulement 2 ans, elle a réussi à devenir une blogueuse très influente. Il y a 9000 filles qui me lisent chaque jour et qui attendent mes conseils beauté, donc ça fait vraiment super plaisir. Première co-création avec une marque de sac qui existe encore aujourd'hui. C'est une marque connue et qui me dit « Ok, vous êtes quelques créatrices de contenu, quelques influenceuses blogueuses. On va faire un concours. Vos communautés vont voter pour celle qui va devoir créer son sac et qui va pouvoir le commercialiser. » On était payé peanuts à l'époque. Que dalle pour ça. Donc déjà, il y avait toute cette mise en avant du concours. Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Donc là, tu mets la marque en avant dans tous les sens. Je remporte le concours. Mon sac est commercialisé. Bon, il est commercialisé, il y a une soirée de lancement, c'était genre en 2010. On fait l'événement, c'est dans la presse partout, c'est vendu, c'est sold out. L'Office de tourisme de Montréal me dit « Coucou, on adore ce que tu fais et on aimerait beaucoup que tu viennes chez nous afin de raconter tes aventures, etc., mais à Montréal. » Ça veut dire que vous me payez l'avion, vous me payez les activités, les restaurants, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc j'ai 23 ans, ça fait moins de 2 ans que je bosse sur mon projet et je suis invité, tout frais payé, à aller dans la ville que j'aime le plus au monde. Alors nous, on met en place les Carl Kids et on va créer plein d'articles dans ce journal. Et il y aura une page de look et ces looks ils vont être incarnés par des blogueurs ou des blogueuses des endroits du monde où il y a des boutiques Carl. Les créatrices de contenu, elles permettent d'apporter un peu ce côté humain et ce côté, regardez les pièces portées par des personnes comme tout le monde. Et elles permettent aussi de s'approprier la marque, de la montrer dans le quotidien, ce que ne font pas les magazines installés. On va plus facilement suivre une blogueuse que lire un Vogue. Le Vogue cible vraiment une catégorie de personnes beaucoup plus haute couture qu'une blogueuse va cibler une clientèle plus large. Et je pense que pour moi, c'est plus important de cibler au niveau des blogueuses. Très vite, ça a été intéressant parce que nous, ils nourrissaient notre passion. Eux, ils retrouvaient quelque chose. Et ça, c'est un cycle qui a duré, je pense, jusqu'aux années 2010-2012, là où le blog est devenu, du coup, un enjeu marketing au sens propre et pas juste un petit POC qui teste comme ça. On sort des médias traditionnels, ça va plus vite, elles sont comme nous. Je me rappelle m'être dit, trop bien, elles sont comme nous. Contrairement au magazine, il y avait une relation, une discussion hyper authentique, très sincère, qu'on n'arrivait pas à les trouver côté RP. En tout cas, c'est le constat qu'on faisait. Bonjour Candice.
Merci beaucoup pour votre proposition. Malheureusement, je n'ai pas eu de coup de cœur pour ces pièces. Cela dit, ce serait avec plaisir que nous collaborions une prochaine fois. Merci encore et à bientôt. Tokyo Banbao. C'est marrant comme on voit que ces gens-là ont finalement bouleversé tout un marché. Ce dont je me souviens, c'est qu'effectivement, il y avait plein de commentaires positifs et négatifs sous les articles qui étaient entre guillemets sponsorisés par des marques. À la fois, ce que vous disiez, c'est-à-dire génial, tu vas commencer à gagner ta vie, on est content pour toi parce que ce que tu fais, c'est génial et c'est super que telle marque s'intéresse à toi. Et ça fonctionnait bien en général quand les marques étaient cool et en lien direct avec les communautés de la blogueuse. Dès qu'on n'était pas parfaitement dans la ligne édito, ça collait moins. Et effectivement, il y avait tous les détracteurs qui disaient ça y est, t'as vendu ton âme au diable et on peut plus te faire confiance et c'est plus authentique comme avant parce que t'es payé pour écrire cet article-là. Dans 8 cas sur 10, en tout cas au démarrage, les blogueurs n'étaient pas rémunérés pour parler des marques. Il y avait la vente de liens sur mon blog voyage. Pour être bien référencé sur des mots-clés, il y avait des acteurs qui me contactaient pour me dire coucou, on est Hertz, on loue des voitures un peu partout dans le monde. On aimerait que tu partes avec nous à l'aventure et qu'à la fin de ton aventure, tu mettes sur le mot-clé location voiture sur l'article récap de ton voyage. Donc, tu vas mettre le mot-clé location de voiture sur le blog et faire un lien direct vers Hertz quand on parle de location de voiture. Donc, grâce à ça, Hertz, ils allaient acheter 10 backlinks, on appelle ça, donc 10 liens sur des blogs de voyage, de lifestyle, etc., etc. Et donc, ils allaient monter sur le mot-clé location de voiture. Mais il y avait vraiment deux typologies de clients. C'est-à-dire qu'on avait des clients qui étaient très réfractaires, une grosse majorité. Les journalistes aussi étaient réfractaires. Ils disaient c'est un consommateur, on ne savait même pas le qualifier. C'est qui et quelle est sa légitimité. Il n'a pas passé l'examen de journaliste, il n'est pas légitime forcément à écrire, il n'est pas professionnalisé. Est-ce qu'il est payé? Est-ce que moi je dois le payer pour le faire parler de ma marque? Mais ces campagnes-là qui émergeaient et qui étaient très puissantes, presque sans avoir été voulues au départ, en fait, ce raz-de-marée des communautés qui grossissaient a vraiment poussé aussi les clients, et pas que les agences, à se dire attention, moi je veux en être, quoi. Et des marques qui commencent à nous solliciter sur ce sujet en se disant effectivement comment on peut travailler aussi avec ces gens-là, est-ce que vous pensez que c'est pertinent, qu'est-ce que ça peut nous apporter, etc. Donc on commence à se rapprocher aussi de ces influenceurs et on met en place les premières collaborations avec ces nouveaux types de célébrités. Je me souviens qu'à un moment donné, on met en place un échange de visibilité, donc c'est-à-dire un échange d'articles, et c'était hyper satisfaisant dans l'absolu, mais aussi de pouvoir concrétiser ce type de visibilité croisée. On n'était pas là uniquement sur profiter de la leur, mais c'était aussi leur en offrir en échange. On savait qu'il y avait quelque chose à faire, mais en fait, on n'avait pas d'outils, on ne connaissait pas l'impact. On savait juste que derrière, il y avait des gens comme nous tous aujourd'hui qui consommaient ces blogs et qui potentiellement pouvaient être des consommateurs pour les marques. Quand je dois, à la fin du mois, faire un reporting pour expliquer ma hiérarchie, combien de personnes sont venues, j'ai le nombre d'articles, mais j'ai pas. En KPI, c'est léger. Je ne sais pas combien de personnes ont visité le blog. Il y avait un truc qui s'appelait SimilarWeb, où tu rentrais l'adresse URL. Des fois, ils te donnaient des chiffres, des fois, ils te disaient oh. Voilà, l'article sortait, bon, les réactions, c'était compliqué de le traquer, quoi. On commençait à collecter quelques éléments sur le web, sur Google, sur Twitter, sur les réseaux, pour essayer d'aller chercher des informations qu'on trouvait difficilement ailleurs, ou humainement en tout cas. Et ensuite, on mettait à disposition ces fiches profils, donc on est monté jusqu'à 6000 célébrités, à disposition des marques sur un outil de recherche qui fonctionne un peu comme fonctionne Cosper aujourd'hui, où on pouvait taper des mots-clés, où on pouvait faire des filtres sur des types de personnalités, sur des audiences, sur des choses comme ça. Au début, personne ne gagnait vraiment sa vie avec ces métiers-là. Je ne me souviens pas à quel moment ça a commencé à basculer et à quel moment les créateurs de contenu ont commencé à réellement gagner leur vie. Mais au début, c'était un hobby. Et il faut vraiment le voir comme ça. Je pouvais dormir et gagner de l'argent comme ça, c'était quand même assez magique pour moi. C'était sur l'affiliation. J'avais fait un article sur que faire à New York. Sur cet article, je te disais de prendre un City Pass pour voir les différentes attractions principales de New York. Et en fait, il y a pas mal de gens, mine de rien, qui achetaient le City Pass grâce à mon lien.
Et quand tu gagnes 4 ou 5% d'un CityPass à 140 balles, bah, tu gagnes quelques dizaines d'euros potentiellement, pas par jour, mais par semaine à minima. Mais l'affiliation, ça rapportait un peu d'argent et le côté argent passif, il était vraiment cool. À l'époque, c'était une agence qui mettait des banderoles sur les sites et en fait, tu étais payé au CPM, au coût par 1000. Donc, tu vois, au bout de... Tu vois ça, ce truc-là? Voilà, t'arrivais sur mon blog, t'avais des trucs, des publicités qui faisaient comme ça et au bout de 1000, je sais pas comment t'appelles ça, au bout de 1000 affichages, tu gagnais quelque chose. Et puis moi, comme il y avait beaucoup d'affichages, bah, à la fin du mois, je gagnais beaucoup. Enfin, beaucoup, tout est relatif. Hein. Je crois que j'ai commencé à gagner 800 € par mois. Après, ça allait parce que moi, je vivais encore chez mes parents. Bon, tu vois, j'avais pas pour vocation d'en faire mon métier, quoi. On parle peut-être de 400-500 € par lien que je vais pouvoir mettre dans un article. Donc, si j'en vends 2-3 par mois et qu'il y a l'argent passif à côté de moi, donc l'affiliation, je peux m'en sortir sur un 2000-2500 € de chiffre d'affaires, dont on enlève 20 et quelques pourcents si je dis pas de bêtises. Il y avait un rêve de pouvoir être invité à droite à gauche, etc. Mais de là à parler de taf et de pouvoir en vivre, ça par contre, j'en étais très loin. On voit un chiffre remonter en back-office. Et donc, en regardant de plus près, on se rend compte que le lien est publié sur YouTube. Et c'est une membre qui spontanément en fait, partage le bon plan dans une vidéo beauté. Et on voit du lead, en fait. On voit de l'inscrit. Et c'est pas tellement une stat qu'on pouvait observer côté blogosphère. C'était pas non plus le premier objectif. On était vraiment sur une strat SEO. Et là, les compteurs s'affolent un petit peu, quoi. One of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long trunks, and that's cool. Quand YouTube arrive et tout ça, c'est vrai que on entendait plus parler des blogs. En fait, même à l'époque, c'était des ovnis, quoi, les mecs qui commençaient à faire des vidéos sur Internet. Alors en 2010, je suis encore, je crois que je suis en 2e ou 3e année de mon école d'art dramatique. J'ai 20 ans en 2010 et je découvre qu'un monde existe des vidéos sur Internet et qu'il y a des gens sur YouTube qui font des vidéos. Je ne savais pas que c'était un moteur de recherche et qu'on pouvait trouver des trucs et soudainement ça a explosé. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je consommais moi principalement de la vidéo humoristique. J'étais pas une grosse consommatrice, étrangement à ce moment-là, sur YouTube de vidéos beauté. Je l'étais très fort à l'époque des skyblogs, etc. et des blogs de manière générale vraiment en ligne. Au moment où YouTube a commencé à arriver, il y avait des vidéos qui commençaient à sortir. Et moi, je regardais les premières vidéos de ce qu'on appelait même pas encore à l'époque des youtubeurs. Et je me suis dit que j'allais faire aussi des vidéos sur Internet, mais l'idée que j'avais, c'était surtout de faire une vidéo, donc non pas pour être connu sur YouTube, parce que c'était même pas un concept qui existait à l'époque. C'était vraiment, l'idée c'était de produire une vidéo pour montrer ce que je savais faire et en tournage et en montage, pour potentiellement être embauché dans un autre contexte et potentiellement travailler dans l'audiovisuel. J'ai grandi dans le 92 et en fait, il y a 2 personnes que j'ai rencontrées quand j'étais au lycée qui sont Jérém Nadeau donc, et Pat Larea. Il faut savoir que Patrick, c'était un très bon copain et Jérémy, ça a été mon amoureux pendant longtemps. Il y a des vidéos de Natou qui me faisaient rire. Je me suis dit, putain, mais c'est n'importe quoi, cette personne, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et heureusement, parce que l'art est quand même très contrôlé partout. Et là, je voyais un truc un peu libre. Quand j'arrive chez 20 minutes, j'ai un tout jeune collègue de travail qui s'appelle Cyprien, qui à l'époque est un ex-étudiant en gestion qui a quitté son sud pour monter à Paris, qui lui fait déjà des vidéos dans son coin, mais qui évidemment ne travaille pas encore sur YouTube. Et puis je vais au fur et à mesure rencontrer tous ses potes qui vont devenir toutes les grandes youtubeuses et les grands youtubeurs qu'on connaît par la suite. C'est quoi ta vidéo préférée de tout l'internet ? C'est une vidéo que j'ai découverte pendant que je faisais le 12 Info Cyprien sur Énergie 12 avec Maxime. Et c'est probablement la vidéo la plus courte du monde également. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je l'ai trouvée sous le nom de Gobois. Gobois. C'est le bruit que ça fait. Et je vous laisse découvrir, ça dure 2 secondes.
Salut les internautes. Bonjour, c'est Monsieur Dream. Oh mon dieu, mais tout le jeu est comme ça? Dans cette vidéo, on va essayer de reproduire une scène de catastrophe. Bien, salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech News SF. Salut à tous, c'est Diablo X9. Bonjour à tous, donc bienvenue sur notre nouvelle chaîne beauté. En tant que blogueuse de ma génération, on ne comprenait pas pourquoi quelqu'un avait autant de succès en faisant 5 minutes de vidéo, alors que nous, on passait 30 minutes, 1 heure à écrire un papier, à faire de la photo, à le mettre dedans. Au tout début, j'imaginais pas qu'il y avait un tel monde à découvrir derrière ce qui finalement allait s'appeler l'influence marketing en fait. On s'est rendu compte que ça allait, ça prenait une échelle potentiellement qui était énorme. Et là, on s'est dit qu'il y avait vraiment un potentiel pour faire quelque chose à grande échelle. Enfin, je trouvais ça passionnant de voir qu'il y avait un tel engouement, en fait, que les gens s'identifiaient aussi facilement à d'autres gens. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est des lambdas, comme toi, comme moi, qui du jour au lendemain agrègent une communauté parce qu'ils partagent ce qu'ils aiment en fait sur un réseau. Je contacte plus seulement des blogueurs, mais je contacte maintenant aussi des youtubeurs. Et là, effectivement, il y a un vrai tournant et on voit les chiffres s'affoler sur certaines collaborations. Là, il n'y avait pas de comparable, quoi, à part un gros passage antenne. Je quitte mon boulot, donc c'est une évidence qu'il va falloir que ça me fasse bouffer au bout d'un moment. C'est clairement le moment de fracture entre la vieille génération de blogueurs et la nouvelle génération d'influenceurs qui est plus ancrée sur les réseaux sociaux ou YouTube. Ça a explosé tout mon business au départ.